On a mis beaucoup de trucs à la poubelle. Et je pense que 90% de mon boulot, il part à la poubelle en tant que design. 90%? Oui, c'est sûr. Même plus, Wow. 95. C'est tester, jusque un peu avoir le wow effect que tout le monde recherche en disant non mais là c'est sûr que c'est ça. Le petit bug en fait que tu vois toi tous les jours en tant qu'utilisateur d'un produit qui t'énerve, des fois c'est un truc con, hein, c'est un bouton qui marche pas très bien ou un truc comme ça. En fait le jour où le gars va tester un produit concurrent et que ce bouton là par contre il marche super bien, et bah ça peut être une raison de switch quoi. Il y a plein de gens qui, des fois, par exemple, quittent une boîte, disent « Ah, dommage, je pourrais pas réutiliser Linear ». On a sorti, par exemple, une hiring page où tu peux savoir quelle boîte utilise Linear ou pas avant d'y aller C'est intelligent. avec un job board. Donc, nous, on a grave surfé là-dessus, bien sûr. Je pense qu'il faut toujours avoir, en fait, un mock-up quelque part de quel est ton rêve. Et en fait, te dire que ce que tu vois actuellement, dans ce que tu penses être ton rêve, n'a aucun rapport avec ce que tu vas construire si tu restes vivant les prochaines années. Parce qu'en fait, tu sais pas de quoi les gens ont besoin. Nous, par exemple, les sales, c'est eux qui nous ont dit un jour, non mais les gars, votre pricing est trop bas. Enfin, je veux dire, repackager les features. On pensait vendre cette feature à ces gars, ils s'en foutent complet. Par contre, ce truc-là, s'ils l'ont pas, ils sont prêts à payer le double pour l'avoir. Toi, avec ton recul, ça aurait été quand le bon timing pour commencer à faire autre chose que de l'inbound et amener une équipe sales? Je pense ça aurait été le mieux. Ah ouais. Salut Adrien. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Ça va très bien. Content de te savoir ici à Paris avec moi alors que tu ne vis pas à Paris. C'est ça. De passage pour 2 semaines. Tu restes combien de temps? 2 semaines, tu vas dire? 2 semaines, ouais. Ok. Régulièrement? Oui, une fois tous les 3 mois, au moins 3-4 mois. Bon, ravi que tu aies pris le temps d'une petite heure et demie là, pour venir au studio enregistrer avec moi. D'autant plus que, alors il y a plein de points de connexion, notamment une connaissance qu'on a en commun, mais aussi le fait que Linear, c'est un produit dont on entend beaucoup parler dans l'écosystème produit et tech. C'est assez ouf, la marque et l'aura de cette boîte. Je sais pas si tu t'en rends compte d'ailleurs, toi qui est arrivé très tôt dans l'aventure. Maintenant, on commence vraiment à le voir. Ça fait 2 ans qu'on commence à sentir le truc. 2 ans, ok. 2 ans. Pour les gens qui connaîtraient pas ou les gens qui connaissent mais qui voudraient réentendre un petit peu, tu peux nous raconter un peu ce que c'est aujourd'hui, Linear? Alors, Linear, on est un produit qui permet à tout ce qui est principalement product team, donc tech, de s'organiser, de planifier leurs tâches, d'organiser leurs équipes, de faire leurs specs produits et de construire plus rapidement. On est un tools avec une opinion très stricte sur la manière dont les gens doivent s'organiser pour créer des produits, ce qui permet un peu de laisser la partie organisationnelle de côté et plus se focuser sur builder et pas organiser comment tu dois builder. Et voilà. Et donc, la boîte existe depuis 6 ans. Et voilà, et on a des bonnes métriques depuis pas mal de temps, on a des gros clients chez nous, et en gros, on essaye d'accompagner les meilleures boîtes de la tech en ce moment, et après tout le monde à long terme. Ouais, et on va en parler justement, parce que c'est pas qu'une philosophie, c'est ce que vous appliquez au quotidien, en fait, ce développement et cette manière de construire. Toi, ton rôle, c'est founding designer, ça consiste en quoi? Et comment tu arrives, alors que tu es français, que c'est une boîte que je comprends juridiquement, qui je comprends est américaine, même si un des fondateurs est d'origine européenne, je crois qu'il est finlandais. Les 3 fondateurs sont finlandais. Ok, ça je savais pas. Ils sont binationaux en fait, exactement. Okay. Certains sont américains depuis pas très longtemps, donc ils sont vraiment tous finlandais de base. En fait, nous, ce qui s'est passé... j'avais construit une app qui s'appelait Guide Scout avec 2 associés à moi, 2 potes à moi aussi. Il y a en 2015, on avait commencé à bosser sur ce projet. Et à l'époque, j'avais été invité chez Slack à faire un talk. Et en fait, l'organisateur du talk chez Slack, c'était Jory, qui est un des cofondateurs de Linear. Et à l'époque, eux, ils n'avaient pas du tout l'idée de forcément de construire ce produit, mais on s'était rencontrés à cette époque-là. On avait pas mal buzzé avec Guide Scout à l'époque. Ça, c'était à ASF? On était à ASF. Moi, j'étais à New York à l'époque et mes associés étaient en France. Et donc, en fait, on a créé ensuite, on avait fait une levée de fonds, on a créé un nouveau projet qui s'appelait Draft à l'époque. La boîte, ça n'a pas décollé. On n'a jamais vraiment sorti de produit, en fait, finalement. Ça s'est un peu arrêté comme ça. Et en fait, quelques années après, en plein milieu du Covid, j'ai Jory, donc justement de Linear, qui m'a envoyé un message en me disant « Écoute, on est en train de inspiré un peu par ce que tu avais fait à l'époque. » Et bon, ils ont créé plein d'autres trucs aussi entre-temps. Voilà, en gros, ça ferait du sens que tu joignes en tant que designer la team. On pense que tu as plein d'idées, en tout cas que tu t'es beaucoup intéressé à ce sujet pendant pas mal de temps.
Et donc, à l'époque, j'avais décidé de me dire, OK, je remets les gants et je repars sur cette problématique. C'est vrai que c'est un peu dur en tant que founder quand tu closes ta boîte de dire, tiens, tu vas rejoin une team qui va refaire la même chose, etc. Mais d'un autre côté, quand on m'a exposé un peu la stratégie, quand j'ai discuté avec eux assez longuement avant de join le projet, j'ai compris qu'il y avait une compréhension de choses que j'avais moi foiré à l'époque. Et j'étais CEO du projet à l'époque. Et donc, voilà. Tu voulais régler le même problème à l'époque. Ça a toujours été la même mission. La mission n'a pas changé. Je pense que la mission en soi, elle est pas très compliquée à expliquer. Ce qui est le problème, c'est comment tu arrives à le faire. Et ça, c'est... on était sur un marché où il y avait quasiment un monopole, qui est un marché assez pris, sur lequel... les teams qui utilisent ton produit, elles reposent quand même toute leur learning curve, leur planning, leur organisation repose sur toi. Donc, tu as besoin d'avoir une trust assez grosse sur les produits, sur les teams pour t'utiliser. C'est qui les produits alternatifs à l'époque avant de... On a Atlassian, clairement, avec Jira, qui est toujours, en fait, pour l'instant, le leader sur ce marché-là. On va dire surtout sur la partie enterprise qu'on attaque depuis quelques années maintenant. Ouais. Et après, tu as GitHub qui est quand même un peu dans les parages assez régulièrement. Je parle vraiment pour les software teams. Et après, si tu étends un peu plus ce truc, tu as du Notion, du Asana, du Monday.com. Enfin, dans ces boîtes-là, tu as 3-4 boîtes qui ont déjà IPO Microsoft Project. Enfin, c'est un marché qui est très large, mais sur lequel Atlassian, en tout cas, nous, est le principal acteur actuellement. Hyper intéressant. Et ça veut dire quoi, founding designer? Donc, c'est que quand tu débarques dans la boîte, il y a 3 associés, tu m'as dit, finlandais. Il y a 3 associés et moi j'arrive en même temps qu'un ingé. Il y avait un ingé back-end qui était déjà là en plus. Ouais. Et moi j'arrive avec un ingé type front-end, une fille au support, Erin, et une autre ingé full stack qui a join exactement en même temps que moi. Ouais. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'arrive. On est 3e ou 4e, whatever, c'est histoire de semaine au niveau du recrutement. Il y a déjà un début de produit qui existe avec vraiment des features, les core features de base de Linear, c'est-à-dire des projets, des issues, quoi. C'est vraiment ça et des teams. Il y a un peu de bêta user et ça fait $500 par mois, quoi. C'est fou, c'est incroyable. Voilà. Donc c'est un peu ça l'état des lieux, mais avec une très grosse ambition. Il y a quand même un intérêt, ça sera en private bêta, donc il y a quand même beaucoup de gens qui veulent join. Parce que la promesse, c'est de dire, vous en avez marre de Jira, on va enfin vous filer une app qui va vous plaire et qui va vous faire kiffer. Donc ça, à ce niveau-là, on a eu toujours du buzz un peu à ce niveau-là et la pain était vraiment présente. Donc ça, c'est clair qu'on a eu, par contre, beaucoup d'aide par rapport à ça de la part de Jira qui fait un très bon travail. De pouvoir surfer là-dessus, quoi. Ouais, bon, j'ai joué. Ouais. Néanmoins très présent, Jira. Tu l'entends dans beaucoup d'équipes. Non, mais clairement. Ouais. C'est un peu, je pense, c'est une boîte qui a quoi, de 2014, il me semble, un truc comme ça. Voilà, ils ont été à une époque aussi le linéaire, je pense. Mais c'est très intéressant ces marchés de, j'ai pas le mot qui me vient, mais c'est des marchés existants. Il y a un produit qui est là, qui est clairement leader. Et tu sais, on veut toujours réinventer la roue et toujours amener des choses nouvelles avec des usages nouveaux, etc. Et le fait de dire, en fait, concrètement, il y a une solution qui existe, mais on peut faire beaucoup mieux d'un point de vue usage, ADN. Et chez vous, il y a aussi beaucoup la philosophie quand même, tu vois. C'est pas, il y a une marque, une philo, je sais pas comment on regroupe, quel est le terme pour regrouper ça, mais tu sens quand même quand on vous voit déjà dans le produit, où tu regardes juste la landing, enfin la homepage, ou dans vos communications, ça va au-delà du produit, tu vois. Et je pense que c'est ce qui plaît à beaucoup de gens. Je sais pas si un jour vous arriverez à faire de l'attribution en vous disant est-ce que c'est la philo, l'ADN qui a porté tant d'utilisateurs à venir sur Linear ou pas. Je pense que c'est impossible d'ailleurs. Mais c'est très très présent chez vous, tu vois. Je pense que le truc principal qui a fait qu'on a eu vraiment beaucoup d'attrait au départ, c'est qu'en fait toute la team fondatrice et moi donc après, on a tous été plus ou moins des IC en fait. On a toujours été plus ou moins des contributeurs. Et en fait, je pense qu'on a toujours été aussi des product people. Donc en fait, il n'y a pas de sales, il n'y a pas de marketing dans la team fondatrice, en tout cas de Linear. Et donc en fait, notre target principal, c'était des gens comme nous aussi, c'est-à-dire des ingénieurs, des designers, des small teams qui voulaient créer des petites boîtes. Et donc en fait, nous, on a été à fond. C'était en fait dans ce que nous, on aurait aimé voir en fait aussi. Et donc, notre com et notre branding, etc., il est un peu issu de ça. C'était un peu... nous, notre premier message, c'était de dire... t'as démarré à faire de la tech avec un peu des images qui te viennent de trucs qui t'a excité la première fois que t'as fait un site, etc. Et on voulait un peu redonner ça avec un peu un nostalgia effect. C'était un peu la brand du départ.
en disant, voilà, il y a peut-être un espèce de truc à réinventer et en fait faire un produit par des IC pour des IC, un petit peu. C'était un peu le message. Donc je pense que ça a vachement résonné en fait sur notre core audience de base qui sont les ingénieurs quand même, il faut le dire. Là où peut-être que... Et donc la Brands, on l'a toujours intégré chez nous. Là où peut-être que ça aurait été différent si tu avais bossé avec une équipe de marketing ou de brand qui venait un peu en mode agence et qui aurait eu un discours un peu cliché en fait sur ce truc-là. Nous, on a vraiment voulu le donner. On a clairement des influences jeux vidéo, etc. dans nos premiers brands. Maintenant, la brand, c'est beaucoup plus policé en fait avec l'âge. Mais nos premiers sites, c'était clairement un hommage au truc un peu. Nous, notre branding de base, on avait dans Figma les screenshots de l'UI de Tron 32. C'était ça. Enfin, vraiment, c'était clairement ça le début. C'était faire un truc pour les ingénieurs qui aiment le jeu vidéo, qui aiment le dark theme. Ça, c'était notre gros truc. Donc voilà, donc ça, je pense que ça, on a vachement surfé là-dessus pendant pas mal d'années. C'est toujours une ADN qu'on a chez nous qui fait qu'on recrute encore beaucoup, qui permet de recruter pas mal encore, mais qui voilà, elle se police un peu avec l'âge parce qu'on n'est plus les cool kids maintenant. En tout cas, on veut passer à la next step, quoi. C'est fou parce que ce message, donc le produit fait par des IC pour des IC, je te l'ai pas dit avant, mais moi, j'ai rencontré Victoria Peng, qui est product chez Sequoia aux US quand j'étais en novembre dernier. Et quand je la vois, on parle de linéaire et elle nous dit exactement ce que tu viens de dire. C'est étonnant, quoi. Alors qu'elle n'est pas... Bon, alors, je sais pas d'ailleurs si c'est un de vos fonds, Sequoia. Ouais, bien sûr, c'est le fonds original de linéaire. Ouais. Mais elle l'a dit exactement comme ça. Et elle m'a dit, c'est pour ça que linéaire a réussi à s'introduire. Enfin bref, elle nous a ramené un peu tout le développement avec son point de vue à elle, tu vois. Mais c'est vraiment un message que tu viens de répéter. Et la cohérence des messages, je trouve que c'est... Je sais pas si c'est un biais là, mais c'est clé, en fait, je trouve, pour développer au début, quoi. C'est clé. Et en fait, après, voilà, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se sont créées de cette génération-là aussi, qui sont un peu arrivées avec c'est un message assez similaire. Je pense qu'aussi, en fait, si tu reviens même à ce qu'on fait en termes de produits, c'est assez core dans le sens où, en fait, la manière dont les teams sont organisés dans la tech pendant très longtemps, y avait des managers qui arrivaient avec des profils justement beaucoup moins ici, qui disaient, voilà, c'est ça la roadmap, les gars, vous allez construire ça, etc., etc. Et qui mettaient en place des process super compliqués. Moi, je l'ai toujours un peu analysé comme des églises, un peu les process, c'est-à-dire que tu as l'église agile, l'église Scrum, etc., etc. Et avec le gars qui connaît tout le bouquin par cœur, qui va t'expliquer comment c'est génial, mais en fait, le gars en bas de la chaîne de production qui construit le software, il s'en fout. Enfin, je veux dire, ou en tout cas, il a peut-être lu le début de l'intro et en fait, à la fin, il préfère coder que lire des trucs de process. Et donc, en fait, nous, en tant qu'ici, on avait un peu cette frustration de se dire, ces tools-là, ils sont pensés par des gros planeurs, etc., qui ont des idées énormes sur comment on doit construire les choses, mais qui, en fait, au quotidien, updater un ticket Jira, etc., c'était une pain. Pour moi, j'ai bossé chez MS. J'avais un PM qui s'occupait de mes tickets, Microsoft, ouais. J'avais un PM qui s'occupait de mon Jira parce que ça mettait tellement de temps à loader. Je savais même pas comment remplir mes tickets, tellement il y avait de labels à mettre, des rules qui tournaient en background, etc. Et donc, d'un seul coup, en fait, tu te rends compte que tu crées des espèces de chimères complètement dingues et qu'en fait, personne n'a envie d'utiliser ton outil parce que c'est super compliqué. Donc, si tu t'inverses le processus en disant, nous, on a envie que le développeur, il ait envie de nous utiliser, c'était pour ça que notre première tagline, c'était « Issue Tracker that we'll enjoy using ». Si tu pars de cette expérience utilisateur de dire, si ton IC te donne l'information le mieux possible dans le produit, bah toi, derrière, pour faire un planning, tu vas être beaucoup plus efficient parce que tu vas savoir ce qui se passe. Donc, en fait, nous, notre truc, c'est de dire toujours comment on fait que les IC soient contents d'utiliser linéaire. Et donc, c'est là, tu vois, c'est ça tout le raisonnement derrière. Donc, notre brand, elle est plus orientée vers les gens qui vont l'utiliser au quotidien pour reporter leurs tasks que forcément sur leur manager. Même si maintenant, il y a un peu des shifts aussi qui se font sur ce truc-là. Voilà. Mais... Écoute, hyper clair. On va attaquer tout ça, justement. Donc, on est à un moment, là, on enregistre où on ne sait pas encore exactement quelles données on va pouvoir communiquer. C'est normal. Vous verrez pourquoi. Néanmoins, Linear, c'est un produit qui commence à être effectivement bien connu, en tout cas en Europe, très utilisé aux US par les boîtes type série A, série B, on en parlait juste avant. Voire vous avez vraiment pénétré ces boîtes-là d'une manière assez impressionnante, quoi. Et pour ça, ce qu'on s'était dit en préparation d'épisode, c'est qu'il y a un principe, je sais pas si on peut, je pense que c'est le meilleur mot pour le dire, que vous avez suivi, dont vous êtes inspiré, qui s'appelle le Slack Curve, clairement. Qui vous a permis de grossir à la fois l'ARR, mais évidemment l'adoption, et bref, toutes les métriques produits rattachés au business. Trop chaud que tu m'en dises un petit peu ce que c'est que ça, en quoi ça consiste, et ouais, voilà, qu'on décrypte un petit peu ce sujet. C'est ça. En fait, si on revient au début de notre discussion, ce dont on parlait, c'était
de dire comment tu vas te mettre en place dans des teams sur un marché qui est super stacké, où il y a beaucoup de gens. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas pas... Enfin, nous, en fait, c'était la stratégie de Slack aussi à l'époque et qu'on a un peu vraiment appliqué à la lettre, c'était de dire autant bosser avec des petites teams qui démarrent, qui, elles, sont prêtes à adopter n'importe quel outil qui va venir se mettre entre leurs mains, qui vont déjà avoir beaucoup moins de besoins que des grosses teams. Se dire, OK, comment on fait que notre rétention chez eux, elle reste très forte. Et ça, c'est un truc qu'on a toujours gardé, sur lequel on est assez fiers actuellement, sur la rétention qu'on a des utilisateurs sur Linear. Un peu comme un social media, quoi, si tu veux. Et de dire, voilà, si eux, ils restent avec nous, et on doit tout faire pour qu'ils restent avec nous. Donc ça, c'est déjà plus simple de convaincre des plus petites boîtes qui démarrent d'utiliser ta solution que des grosses boîtes. Et notre pari, c'était de dire, en targetant les startups qui, entre guillemets, vont être les plus hautes ou vont faire les plus grosses levées, etc. Il y en a de grandes chances que parmi elles, il y en ait certaines qui explosent et qui vont grossir. Et donc, notre travail, ça va être de garder toujours ces startups avec nous, peu importe leur stage leur stage dans lequel elles sont. Par exemple, comme un investisseur, en fait. Tu te dis, je veux vraiment être sur les meilleurs deals. C'est ça. Et je veux grossir avec, je veux rester. Exactement, tu veux rester. J'ai arrivé, la table de capitalisation. Et donc, c'est comme ça que vous faites. Mais comment alors, il y a deux questions qui arrivent. C'est déjà comment tu entres en contact avec ces boîtes qui sont hautes, donc très sollicitées. Et de deux, comment tu fais en sorte de les faire switcher de solution, parce que ces boîtes, elles utilisent une solution qui fonctionne, quoi. Alors, l'idée, c'est que justement, si elles sont petites, des fois, elles n'ont pas de solution. En fait, sur les startups, ce qui est assez cool pour nous, c'est qu'à la base, les gens, ils ont un Slack, ils ne sont pas très organisés. Et justement, toute l'offre de produits, un peu project management, type Jira, etc. Déjà, c'est la plupart des gens qui sortent d'organisations, qui utilisent Jira, qui voient à quel point ça ne marchait pas. En fait, chaque personne qui crée une boîte, si tu veux, a un peu aussi envie de réinventer les trucs qu'elle a vus en se disant, nous, on va faire mieux que là où j'ai bossé avant ou les anciennes boîtes que j'ai faites avant. Donc, en fait, déjà, par défaut, se dire, tiens, je ne vais pas prendre Jira et je vais utiliser Linear, pour beaucoup de boîtes, c'était un peu, OK, on va faire le nouveau truc, quoi. On va arrêter, on voit bien que ça ne marche pas à scale, donc autant tenter un truc. Dans tous les cas, on pourra se barrer si jamais ça ne marche pas. Donc, c'était pas très dur de les convaincre de venir chez nous. Et après, est-ce qu'elles sont beaucoup demandées, etc. Le truc, c'est que nous, ce qu'on était capable, et ça, c'est un gros shout-out toute la team support, c'est qu'en fait, si tu joignais Linear très early, en fait, finalement, et on a toujours un support avec un taux de réponse ultra rapide, on est sur un moins de 24 heures pour même des gros bugs. En fait, tu vas avoir un support client qui va être aux petits oignons, tu vas avoir un Slack avec nous, etc. Parce que, en fait, donc, en fait, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de retours rapidement de notre part. On va fixer tes bugs, on va peut-être développer des micro-features dont tu as besoin maintenant. Versus si demain tu joins un Atlassian, bon, j'ai pas envie d'en parler trop parce que sinon ça va être trop récurrent, mais voilà, si tu joins peut-être un produit qui est plus gros, qui a plus de masse, et toi, en fait, finalement, t'es une petite startup, t'es rien pour eux, tu vas pas avoir un support, ou en tout cas, si tu veux y avoir accès, tu vas devoir payer extrêmement cher. Donc, en fait, ça, c'est pas forcément, justement, si tu arrives à axer sur ces cadres-là, tu peux aller chercher. Et vu que nous, on était aussi très produit, très design, je pense qu'il y a un peu beaucoup de produits qui ont émergé ces dernières années, qui ont cette approche beaucoup plus product first. Donc, en fait, c'est un peu des gens qui avaient envie aussi de se dire, tiens, mes équipes vont aussi utiliser un produit qui va les inspirer à faire aussi un meilleur produit. Ça, on a beaucoup joué là-dessus avec nos sites aussi pendant longtemps. Donc, je pense que tu avais ce mouvement-là un peu à l'époque qui s'est mis en place, et c'est toujours le mouvement actuel. C'est-à-dire que si tu préfères que tes employés utilisent des tools qui marchent bien, qui ont une bonne image, qui sont inspirants, versus aller se loguer sur un vieux Confluence qui marche plus trop et te dire, OK, ils vont perdre du temps. Ça va moins les inspirer à builder quelque chose d'intéressant. Donc, ça, pour le coup, convaincre les gens, c'était pas très compliqué. OK. Par contre, les garder, c'est là où c'est plus compliqué. Le concept de Slacker, parce qu'on l'a même pas défini finalement, alors on est parti dessus, il n'y a aucun problème. C'est quoi pour toi? Donc Slacker, c'est Slack pour l'outil Slack, pour que les gens juste le voient à l'oral, hein, et Curve, c'est comme une courbe en anglais. C'est ça. Donc la curve d'acquisition de Slack, elle est exponentielle, c'est une exponentielle assez dingue. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est divisée en certaines strates. C'est-à-dire que, admettons que tu dises, OK, nous, je vais prendre notre stratégie, comme ça sera plus simple à comprendre. Nous, on s'est dit au début, on aimerait bien que les teams de 1 à 20 personnes, en gros, elles aient toutes les features dont elles ont besoin pour, en plus ou moins,
utiliser Linear au quotidien, etc. Donc l'idée, c'est qu'on focusait sur que les teams de 20 personnes en disant, OK, qu'est-ce qu'on peut créer comme fonctionnalité ou qu'est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on a actuellement pour que ces mecs-là, en self-serve, en fait, à un moment donné, ils arrivent en se disant, OK, en fait, il y a assez de features, l'onboarding est assez bien fait, la doc est assez complète pour qu'une team de 20 personnes qui arrivent chez Linear demain matin se disent pas comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, appeler le support, etc. Donc déjà, tu construis avec les users qui sont dans cette range-là les fonctionnalités dont ils ont besoin. On a eu, dès les premiers jours, des teams de 100 personnes qui étaient chez nous. On a eu des utilisateurs en Inde, ils avaient une team de, je crois, 300 mecs. On n'a jamais compris comment ils utilisaient Linear. Et l'erreur aurait été potentiellement pour nous de se focaliser sur ces mecs-là en disant, attends, 300 personnes, il faut absolument les garder, etc. Mais 300 personnes, on était incapable de comprendre quels étaient leurs besoins. Il y avait des problèmes de time zone, en vrai, qui nous ont aussi un peu donné de la chance. Mais en fait, on s'est vraiment dit dès le début, de toute façon, tous les gars above 20, 25, on va même pas leur parler, ou en tout cas, on va leur dire, OK, cool, pourquoi pas, on va le faire un jour, c'est sûr. On mettait des idées dans une roadmap un peu, un backlog géant qu'on a organisé qui s'appelait Feature Request à l'époque. Maintenant, c'est une feature dans Linear, mais à l'époque, c'était une team qu'on avait, auquel on dropait les idées. Et si quelqu'un les redemandait, on mettait un commentaire, tiens, lui a demandé le truc. Mais on gardait en backlog ces idées-là. Par contre, on se focusait vraiment sur les utilisateurs qu'on voulait cibler. Et en fait, au bout d'un moment, finalement, en faisant ça, ça nous a un peu donné une roadmap sur les 6 prochains mois, en se disant, OK, voilà, dans 6 mois, on avait sorti un truc qui s'appelait Scale à l'époque, une nouvelle landing, en disant, OK, dans 6 mois, on doit avoir répondu à ces trucs-là. Et c'est notre focus. Et on va bosser qu'avec les teams qui nous utilisent. Et donc, on a rushé ça assez rapidement. Et en arrivant au point en disant, OK, maintenant, tout ce qui est en dessous de 20, c'est self-serve. En tout cas, on fait plus de sales, on fait plus de call d'onboarding. Voilà, s'ils ont un problème, ils vont dans le Slack community, ils parlent avec nous. Maintenant, on va passer sur les 20 à 50. Okay. Et donc, tu réappliques en fait la même chose. C'est ça, Slack Curve, c'est le fait de commencer par un petit pool, une boîte identique d'un point de vue caractéristique. Alors vous, c'est la taille, mais ça peut être autre chose pour d'autres produits. Et ensuite, de le faire petit à petit en grossissant. Exactement. Et une fois que tu as arrivé à ce palier, par exemple, de 20, tout ton marketing derrière va te dire, OK, maintenant, toutes les boîtes de 0 à 20, il faut qu'elles nous utilisent. Elles n'ont pas de raison de pas nous utiliser. Donc, en fait, on peut aller les voir, on peut pitcher notre produit, on peut faire des gros announcements en disant, vous ratez quelque chose en ne nous utilisant pas, parce qu'on sait qu'on a les capacités qui puissent nous utiliser. Donc, d'un seul coup, on a unlocké, disons, ce niveau-là. Et ensuite, quand tu commences à unlocker le niveau 0 à 50, par exemple, d'un seul coup, en fait, tu as un nombre potentiellement d'entreprises beaucoup plus grande. Donc, en fait, tu as accompagné les gens et en fait, dans ces boîtes-là, qui ont été 20, ils sont passés à 50, 100, etc. Donc, on les a toujours accompagnés tout au long de leur vie, tout au long de leur stage. Et après, bien sûr, si tu les aides beaucoup, que tu bosses bien avec eux, c'est des boîtes qui sont super contentes de faire des user stories avec nous, de partager sur les réseaux sociaux en disant nous on utilise Linear, c'est génial, etc. Parce que toi tu es avec eux au quotidien il y a des boîtes avec qui on bosse depuis 4 ans, 5 ans, comme si on les connaît, on leur dit bonjour dans Slack tous les matins, enfin c'est assez limite nos coworkers quoi des fois. Alan, ça a été un cas chez nous qu'on a eu comme ça. Alan, je pense que pendant 2 ans on était avec Alexandre quasiment un call par semaine, savoir qu'est-ce qui leur manquait, Alors juste question logistique, parce que tu m'as dit on prenait des paris sur des boîtes qui allaient lever beaucoup, donc potentiellement qu'elle allait recruter beaucoup. Ouais. Comment tu fais pour te dire, cette boîte-là, elle fait 20 personnes, mais en fait, ces gens-là, ils recrutent 10 personnes par semaine, quoi. Comment tu fais pour dire, on se donne X temps pour itérer avec elles, alors qu'elles sont déjà en train de passer dans une dimension où, en fait, elles vont très vite passer la taille des 20 personnes. Ouais. Alors, voilà, mais là, tu rentres un peu dans un rush. Mais en fait, tu te poses les questions que quand elles arrivent, quoi. Donc, forcément, tu as par exemple, les questions de... Par exemple, on avait un de nos clients qui s'appelle Mercury, qui est une banque qui a été un gros utilisateur de Linear très très tôt. Eux, ils ont des problèmes de sécurité très tôt. Ils nous ont demandé, il nous faut du SOC 2, SOC 3, il nous faut des trucs. Bon, on a ailleurs un mec en back-end pour faire ça. Et d'un seul coup, on s'est dit, OK, on va le faire parce que sinon on perd notre client. Là où tu aurais pu peut-être, si on prend un cas de quelqu'un qui fait peut-être pas cette technique-là, tu vas peut-être te dire, OK, tiens, on va faire des fonctions de sécurité super tôt parce que j'ai un background, moi, sécurité et que ça va être facile pour moi de les builder, mais il n'y a aucun client qui te les demande. Donc, en fait, c'est vraiment... Il y a des questions qui sont, pour nous, no-brainer en disant, OK, de toute façon, un jour, on va devoir le faire, donc autant le faire maintenant parce qu'on a une demande client. Et après, tu as des questions plus compliquées où tu te dis, OK, ces mecs-là ont ces problèmes-là et ils veulent cette feature-là. Et là, c'est là où tu as un rôle de product et de design un peu plus fort à avoir. C'est de te dire...
quel est leur problème en fait exactement. Est-ce que parce que eux ils le voient de leur oreille à eux, de leurs yeux, en disant nous c'est ça notre problème au quotidien, mais toi autour de toi t'as peut-être 100 teams qui ont le même problème. Et donc tu essaies de trouver quel est le pattern commun à ces 100 teams, et en fait des fois en fait la solution est ailleurs que juste construire le truc qu'on t'a demandé de faire. Et là, voilà, là c'est un jeu, là c'est un peu une bataille de ça arrive bientôt. Ouais, c'est le dialogue en disant on va le faire, etc. On va le faire, ou des fois, alors par exemple, on a tout un truc de features en bêta qui existe, on a un bêta programme, donc il y avait des fois où on sortait des features en micro-bêta pour les utilisateurs. On a perdu des utilisateurs aussi à cause de ça, qui sont revenus plus tard. Ou pas. Donc voilà, c'est le risque à prendre. Mais ce qui est bien, et ce qui était bien pour nous, c'est que et c'est toujours le cas actuellement, toute ta product team en tout cas, et même ton support, il sait à qui il doit répondre, pas à qui il doit pas répondre, et il sait sur quoi il doit focus ou pas. Et alors j'ai plein de questions évidemment, mais de toute façon c'est le sujet du podcast, donc on va pouvoir étayer un petit peu. Prenons l'exemple du pool le premier pool, là, les boîtes de 20 personnes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais déjà tu parlais de la boîte indienne de 300 personnes, c'est des gens que tu mets en liste d'attente, c'est des gens que tu rediriges où? Tu leur dis bye-bye? Ah non, on les a onboardés dans le produit. On les a onboardés dans le produit, ça, on a découvert plein de petits problèmes de back-end qu'on devait aller avoir à l'époque pour supporter 300 personnes dans linéaire. Donc non, ils étaient quand même présents. On leur a ouvert l'accès. De toute façon, on est sorti en public assez rapidement en fait. Donc au bout d'un moment, il y avait n'importe qui pouvait s'inscrire sur le produit. Mais par contre, c'est vrai que nous, au niveau de notre marketing, de notre support, on expliquait clairement que c'était un produit pour des scale-up, pour des boîtes qui étaient en dessous de 100 personnes et qui voulaient grossir. On a vraiment tout redirigé, tout notre marketing à chaque fois sur ces steps-là, en focusant bien sur quelle strate de la curve on veut avoir. Donc en fait, clairement, on proposait pas des plans enterprise à l'époque, etc., parce que c'était pas notre focus. Ok, donc en fait, une boîte qui s'inscrit à 200 sur linéaire à l'époque, elle fait un pari, que ça va pouvoir fonctionner. Ouais. Elle pouvait être cliente quand même, elle pouvait payer, etc. On lui a pas interdit, bien sûr. Mais elle n'influençait pas la roadmap. Mais voilà, et même nous, sur notre marketing, sur notre manière de targeter, on les targetait pas à l'époque, quoi. Donc c'était un risque que eux prenaient. Mais après, ensuite, on rentre quand même en contact avec eux en disant voilà, qu'est-ce qu'il vous faut, de quoi vous avez besoin. Et en fait, finalement, les besoins, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les besoins entre 0 et 75-100 personnes ne sont pas tellement différents, en fait, la plupart du temps. Ça va pas être... Il y a eu des grosses releases sur des grosses features qui nous ont pris du temps à faire, mais les besoins sont des fois dans des petits détails, de dire, tiens, on veut de l'admin. Des fois, c'est des petits settings, en fait. C'est pas des trucs... La structure du produit doit pas évoluer, c'est juste qu'en fait, tu as des problèmes de trucs de 100 personnes, quoi. Tiens, je veux pouvoir manager mieux les membres de mon équipe à l'intérieur du produit. Donc, il faut avoir un design qui supporte le fait de pouvoir display 100 users et que tu puisses les manager assez rapidement. Des fois, c'est des trucs un peu comme ça, en fait. C'est pas des grosses features qui vont faire que ton produit va complètement changer. C'est quoi en termes d'échantillons, même si c'est pas statique, tout ça, que y avait de l'inbound qui arrivait très fort, et j'ai l'impression que votre stratégie, d'ailleurs, à longtemps, était de l'inbound, on pourra revenir dessus après. Mais par exemple, à nouveau, l'échantillon des boîtes de 20 personnes, c'était quoi le nombre de boîtes qui étaient inscrites sur lesquelles vous itériez à l'époque, sur la période où tu t'es dit, on fait 20 personnes et puis ensuite on passe à plus de 20? Je pense qu'il y avait, on avait peut-être 400 boîtes, à peu près 400-500 boîtes. C'est beaucoup. Et donc là, eux, ils remontent. C'est vous qui, vous les contactiez? On avait un Slack community support sur lequel c'était le Slack qui existe toujours actuellement. Et vous y avez voté. Où les gens étaient dedans. Tu te lèves le matin, tu vas lire tout le Slack. Et nous, l'idée, on a toujours eu une politique aussi en interne, très orientée autour du support client. C'est-à-dire que les ingés, ils tournent entre eux une fois par semaine. Tu dois être le responsable on appelle ça un goalie chez nous, où les ingés doivent lire les tickets support client, les assigner aux personnes qui sont en droit de pouvoir régler ce problème, ou de le mettre dans la roadmap quelque part, etc. Mais ils doivent gérer ces tickets clients, ce qui fait qu'en fait, tous nos ingés, en tout cas, et même au niveau design, on est toujours involve à lire le support client. Et notre philosophie, c'est de dire toujours fixer la prod avant de créer des nouveaux trucs. Donc, en fait, mettre sûr que toujours l'app soit le plus maintenu, le mieux possible. Ce qui fait qu'en fait, tu involves aussi énormément ta team dans les problématiques de tes users, etc. Et donc, ils sont mieux capables de répondre derrière quand ils vont devoir construire des trucs, quoi. C'était très important, ça. Et ça l'est toujours actuellement, c'est beaucoup plus dur à faire. Maintenant, en fait, on a quasiment des PM qui doivent faire ça, c'est-à-dire... Vous êtes combien aujourd'hui, qu'on ait une idée? Là, on va atteindre les 100 personnes. Là. 100 personnes, et peut-être qu'on ait une idée de l'équipe produit et tech à l'époque et maintenant? À l'époque, l'équipe produit, on devait être 7.
En design, enfin toi. Mais il y avait qu'une équipe produit en fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de d'ingé. Ah si, enfin, nous, produit pour nous, c'est un G. Hein. Produit, donc, pour moi, c'est un G, ouais. Donc il y avait toi en tant que founding designer. Moi, founding designer, et il y avait 4 ingés et les fondeurs. Et vous arriviez à délivrer le produit, en tout cas pour le pool des... J'imagine qu'à l'époque, c'était pour ces fameuses premières boîtes là, sélectionnées d'une vingtaine de personnes. Ouais. Tout produit a été créé, fabriqué comme ça, avec ces quelques développeurs et toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été ça. Mais ça a été ça pendant assez longtemps. Je crois qu'on était... on a commencé à vraiment scale il y a 2 ans et demi. La boîte, on n'était pas beaucoup... Avant 2 ans, on n'était pas beaucoup. On a vraiment... on faisait quelques hiring par an. C'était très, très léger. Fatigant, non ? Non. En fait, ce qui est bien quand tu as un truc comme ça, c'est que tu es très focus, en fait. Et, alors oui, bon, c'était beaucoup de taf, c'est sûr, mais si vu que tu as justement ce truc de slide curve, où tu sais quelle est ta mission, sur quoi il faut focus, c'est assez clair tous les matins ce que tu dois faire. Donc en fait, tu peux cut the noise assez vite, enlever le bruit assez rapidement en disant voilà, ok, ça me sert à rien, ça c'est pas le focus actuellement, on le fera plus tard. Et enlever le stress d'avoir des users qui te disent mais je comprends pas, ça marche pas, et tu te dis ouais mais mec, t'es une team de 100, c'est pas sympa, mais on va pouvoir le faire un jour. Et voilà. Et donc en fait c'était pas très stressant et en fait faut savoir aussi que la plupart des gens dans la boîte venaient de start-up. Donc, en fait, répondre à ces problématiques de petites boîtes, pour nous, c'était assez simple, vu qu'on les avait aussi nous-mêmes. Là, maintenant, on est dans un cadre qui est différent, parce qu'on bosse avec des enterprises. Nous, on n'est pas enterprise. Donc, au début, nous, on avait un usage de linéaire qui était assez similaire à celui de nos users. Donc, disons que les trucs qu'on voulait fixer et améliorer, ils venaient quand même assez rapidement, naturellement, quoi. Est-ce que tu peux nous parler peut-être à l'époque de la façon dont vous vous organisez avec les devs ? J'imagine que tu les voyais tous les jours. En plus, vous êtes complètement, en remote. Ouais. Donc, justement, c'est intéressant encore plus en remote. Quand tu es dans un bureau, tu peux voir les gens passer et tout. Là, ça doit être ritualisé. Tu te connectes en fait à un moment décidé par les 2 personnes ou par les X personnes. C'était quoi vos rituels à l'époque pour construire ce produit aussi vite ? On n'a pas changé trop de rythme en fait. On a 3 catch-up par semaine, lundi, mercredi, vendredi, le matin. Nous, on a split la team entre l'Europe et les US toujours. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est que les gens soient sur une time zone de 3 heures en Europe, plus ou moins. Moi, je suis au Portugal et on a quelqu'un en Pologne, quoi. En Pologne, pardon. Donc il y a 3 heures de différence max. Ça a toujours été la manière dont on recrutait les gens. Et pareil sur les US, voilà, t'as à peu près le même ordre de taille. Donc en fait, les gens sont quand même toujours plus ou moins là au même moment. Et après, l'idée, c'est que chacun est le lead sur un projet. Donc, engineering lead un projet, design peut leader un projet. Et l'idée, c'est tous les jours, tu vois comment ton projet il avance et comment tu peux remplir ses tâches. Mais bon, là, en vrai, on était en start-up mode aussi, donc tu fais un peu le café à manger et tu nettoies la table derrière tous les jours. Hein. C'est un peu toujours, tu fais du marketing, tu fais de la brand, tu fais tout, quoi. Mais tu fais pas que du design, toi ? Principalement aussi sur la partie design, mais on a toujours été strong ownership sur les gens, donc on préfère quelqu'un sorte un truc, fasse une connerie, que ça le fixer rapidement, versus dire aux gens attends que tout soit validé avant que ça sorte, de reviews 200 fois le truc. Donc oui, bien sûr, tu fais de la copie, tu fais n'importe quoi. Hein. Mais c'était quoi votre rythme de mise en prod, par exemple ? Vous sortiez quelque chose tout le temps ou... Alors ouais, nous on avait le changelog aussi, ça c'est le truc qu'on fait. On le fait toujours, on sort un changelog par semaine. Donc tous les mercredis ou jeudis, on sort. On a beaucoup fait parler de nous à l'époque avec ce truc-là. Il y a même des gars qui ont créé des produits par rapport à ça, je sais. J'aime bien que tu nous racontes. Et en fait, l'idée c'est de dire, t'as un changelog, toutes les semaines t'annonces ce que t'as fixé, quoi. Ouais. Ou ce que t'as créé. Et aussi, la philosophie à l'époque, c'est celebrate small achievement. Donc, en gros, célèbre même les petits trucs. C'est-à-dire que, en repartant, par exemple, de tools que les gens n'aiment pas utiliser, qu'on voyait que genre Jira, etc., il y a un truc qui peut... Ça, c'est un truc auquel les gens font pas souvent attention, mais le petit bug, en fait, que tu vois, toi, tous les jours, en tant qu'utilisateur d'un produit qui t'énerve, des fois, c'est un truc con, hein, c'est un bouton qui marche pas très bien ou un truc comme ça. En fait, le jour où le gars va tester un produit concurrent et que ce bouton-là, par contre, il marche super bien, et ça peut être une raison de switch, quoi. Et donc, nous, en fait, on préfère fixer ce qui est en prod toujours, que ça marche très bien le mieux possible, avant de passer à la feature supplémentaire. Donc, ces changelog, au début, c'était des bugs fixes. On va dire, OK, on a fixé ça, ça marche. Et les gens voyaient cette semaine qu'on améliorait le produit.
C'est sur Slack, ça se changelog ou sur une newsletter? Non, on le sortait par mail. Tu l'as dans le produit, tu l'as sur Slack aussi. Ouais. On le sortait par mail. Et en fait, ça permettait un peu aussi de répondre aux gens en disant voilà, vous avez reporté un bug cette semaine, regardez, maintenant il est fixé. Annoncer les nouvelles fonctionnalités, les expliquer un petit peu. Et donc, ça donne aussi un rythme de travail où tu te dis ok, est-ce que je suis en train de faire un truc qui va sortir dans le prochain changelog ou pas, et sinon c'est la semaine d'après, etc. Donc tu avais un peu le stress de dire ok, je veux sortir le truc avant mercredi pour être dans le changelog. Et aussi ce changelog, ça permettait un peu de faire une micro roadmap en interne en disant ok, on va annoncer ça cette semaine-là, il faut que ça fasse du sens avec la semaine d'après. Et c'était un apprentissage. Maintenant, on a des roadmaps beaucoup plus planifiés parce qu'on a des stratégies marketing beaucoup plus compliquées. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu à l'arrache, mais c'était un peu l'idée de dire ok, on sort ça cette semaine, ça va parler à tel gars, peut-être que ça on le sort la semaine d'après, ou des fois on annonçait des bêta features dans le changelog. Ouais. Enfin, voilà. Et toujours à l'époque, et ravi de revenir un peu après à maintenant, évidemment, il y a des choses qui ont changé, même si tu m'as dit que globalement, la façon de construire le produit n'a pas concrètement beaucoup évolué. La priorisation se faisait comment? Donc, j'entends que vous aviez des retours dans le Slack, c'était très actif, tu parlais de plusieurs centaines de boîtes de même taille, donc en fait, tu as quand même une matière pour en faire des statistiques quasiment, mais j'imagine que ce n'était pas quantitatif. Non. Il se passe quoi concrètement chez Linear à l'époque pour dire bon, là-dessus, il faut qu'on y aille, on a quelques semaines de dev, on y va, go. Comment est-ce que vous décidez? En fait, et c'est là où on décide beaucoup en construisant. En fait, c'est que il y a des problèmes qu'on a mis 2 ans à résoudre, et il y a des problèmes qu'on n'a toujours pas résolus, par exemple, et qu'on a depuis le début de Linear. Donc en fait, le truc, c'était plus de dire ok, on a ce problème. Soit il y a un dev qui va déjà directement prototyper une solution, soit moi je vais faire un design et on va commencer à en discuter un petit peu en disant ok, est-ce que ça résout vraiment le problème? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que c'est pas un truc qui est spécifique que à ce besoin-là? Et donc en fait, tu te forges un peu aussi une expérience à construire des trucs rapidement et que tu peux même envoyer à l'utilisateur en disant bah tiens, tu avais besoin de ce truc-là et si on fait ça, ça te plairait ou pas? Donc en fait, c'est comme ça que tu apprends le mieux, quoi. Et ça, c'est un gros conseil design. Finalement, c'est beaucoup plus facile de designer à 10 que tout seul. Tu fais un design, ça crée une discussion. Ah, moi, j'aurais bien vu ça, comme ça, tu travailles le truc. Donc, en fait, on a beaucoup itéré. En visio, t'es en visio. En visio, ou même en relisant les trucs directement, en disant, voilà, tiens, ce bouton, ça. Des fois, tu as des idées, en fait, de users qui arrivent et tu te dis, non, mais c'est obvious qu'il faut faire ce truc. Et donc, tu te forges un peu une expérience en disant, ok, non, mais ça, c'est obvious que c'est une super idée. Tu l'as fait direct, tu réfléchis pas. Des fois, c'est des trucs plus compliqués en disant, ok, là, il y a vraiment un problème profond. Qui n'a peut-être pas été résolu même au niveau général dans les softwares qui existent sur le marché. C'est peut-être un problème plus profond qui doit exister. Et là, tu repars un peu à by the book Linear. Voilà, la philosophie de ça doit être un produit simple à comprendre. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait une doc pour que le mec utilise le truc, que ça soit assez naturel, etc., etc. Donc, est-ce que ta réponse, elle rentre dans ce truc-là aussi, quoi? Et quand vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur une grosse fonctionnalité, typiquement, ou un gros problème à résoudre, parlons même pas de fonctionnalité, parlons d'un problème. Est-ce qu'on doit y aller ou pas? Est-ce que c'est linéaire philosophie compliant ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est des dialogues équiques? Qu'est-ce qui tranche? C'est la guerre. Non, c'est des discussions de dingue. C'est des discussions de dingue pendant des semaines sur des trucs. Les fondeurs sont dedans? Les fondeurs sont à fond dedans. Ouais, c'est des discussions qui sont assez longues. Des fois, on a mis beaucoup de trucs à la poubelle. Et je pense que 90% de mon boulot, il part à la poubelle en tant que design. 90%? Oui, c'est sûr. Même plus, wow. 95%. C'est tester, jusqu'à un peu avoir le wow effect que tout le monde recherche, quoi, en disant non mais là c'est sûr que c'est ça. Et des fois quand on est vraiment vraiment pas sûr, on le sort pas. Et après bien sûr le CEO Carré a toujours le dernier mot si vraiment il dit ok c'est bon là on arrête, on sort le truc ou pas. Mais il y a des trucs qu'on n'a jamais sortis et 2 ans après on se dit mais en fait c'est ce qu'il fallait faire et on le reconstruit de zéro avec une nouvelle expérience aussi. Mais un peu comme ta boîte qui ressemblait à Linear en fait un peu avant, où en fait tu mûris un peu toi aussi ta conviction. Tu vois des gens qui lancent Linear qui se disent qu'en fait ils ont la bonne vision pour le faire et toi tu es convaincu à ce moment-là quand tu rejoins Linear de le faire. Ça revient un peu au même sauf que tu es en interne dans la boîte directement. C'est ça. Ouais. Mais moi j'ai toujours eu ce process-là avec le changelog, inspiré un peu par Sunrise à l'époque pour qui j'ai bossé chez MS, qui avait ce truc-là de aussi release changelog, ça vient un peu de chez eux je pense. Pareil d'itérer à fond et le support client est super important en fait. La plupart des réponses viennent des users en fait tout simplement, mais savoir les utiliser, les intégrer au quotidien
dans ton truc, c'est le plus important, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de pas parler avec les utilisateurs, en fait. Et ça, c'est le problème de base, en fait. On a beau le répéter, c'est toujours très compliqué. C'est un truc de dingue. Et pour revenir sur le Slack curve, donc on a bien parlé au début, comment tu mets des limites? C'est-à-dire que tu te dis, on va bosser pour les boîtes de 20 personnes, je reprends cet exemple parce que c'est celui qu'on a le plus décrit. Est-ce que vous vous dites en fait, bon, ça y est, là on commence à bosser avec boîte de 20 personnes, on se donne 6 mois et après on passe à la suite? Est-ce que vous donnez une deadline, on va dire, on va pas passer 3 ans sur les boîtes de 20 personnes? Comment ça s'est fait à l'époque, ces décisions-là? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez déjà une idée sur l'année de, ok, donc de janvier à mars on fait 20 personnes, etc. Ouais. En fait, t'as ce régime changelog où tu fais une release par semaine. Ouais. Et à chaque fois qu'on avait identifié justement ce truc de Slack curve, on donnait un nom à ce truc. Donc il y avait Scale, il y avait je sais plus, j'ai plus les noms, mais Scale, je me rappelle bien, mais il y avait plusieurs. Il y a toujours eu Scale quelque part. Scale, c'est quoi? C'est le nom de quoi? Scale, c'est de dire on veut aider les boîtes à scale. D'accord. Donc, où on veut suivre les boîtes qui scale, tu vois. Ok. Et donc en gros, à un moment donné, notre tagline c'était si tu scales, tu n'utilises quoi. En tout c'était cas, le nom du pool en fait. C'était le nom du nom de la strat qu'on avait. Et donc en fait, nous l'idée c'était de faire 2 major releases par an, un peu à la Apple, quoi. Très inspiré par Apple là-dessus, en disant voilà, tous les 6 mois, on doit attaquer une nouvelle strat. C'était ça le truc. Donc 6 mois sur les boîtes de 20 personnes par exemple, 6 sur mois, Scale. 20 Scale, ça a pris 6 mois. Ouais. Et après, l'autre derrière, elle a pris 1 an au lieu de 6 mois. Oh, ça c'est quoi? C'est les boîtes de combien à combien? Je pense de 5 ans, de 20 à 100, ouais, ça a pris. 20 à 100, ok. Après, on a un peu allé vite sur le 100. Mais c'est pas grave. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, voilà, on fait une release tous les 6 mois, et tous les 6 mois, on doit faire un nouveau site qui sort en disant, voilà, linéaire, c'est ça maintenant. Et chaque feature qui a été release, chaque truc sur lequel on a bossé, est-ce qu'il rentre dans ce pool-là ou pas? Donc ça, par exemple, ça te donne beaucoup. Tu as en gros une très claire sur, voilà, quelle boîte on veut cibler, de quoi ils ont besoin. Et d'un seul coup, si quelqu'un, durant ces 6 mois, a une idée de feature, parce qu'on n'avait pas tout planifié dès le début, bien sûr, bah, tu peux rapidement discuter en disant, nous, on appelle ça side quest ou pas. Donc, c'est genre, est-ce que c'est un truc qui est important et nécessaire pour que cette release, elle fasse du sens pour les users? Ok, on le met dedans. Sinon, c'est une side quest, quoi. C'est un truc parallèle, t'en as pas besoin. Si t'as le temps, tu le fais, mais t'auras pas le temps. Donc, pour l'instant, c'est backlog et oublie cette idée. Donc ça permet aussi de prioriser pour les équipes, que les équipes en elles-mêmes sachent, ok, est-ce que ça fait du sens de faire ce que je suis en train de faire, quoi. Et de se poser la question à chaque fois qu'elles font un truc. Tu dis on change le site à chaque fois, donc j'imagine qu'en fait, le message, et même globalement tout ce que vous proposez sur le site, c'est qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent pour ces boîtes plus grosses, pour ce nouveau batch. Comment vous faites pour changer à chaque fois le site? Et maintenant, en plus, vous vendez à l'enterprise, de ce que je crois comprendre, bien sûr. Avec les lectures que j'ai pu suivre. Ouais, bien sûr. Comment tu fais pour adapter ton site à chaque fois pour qu'en fait, il continue de parler à tout le monde, quoi? Alors, en vrai, on n'a pas updaté. Nous, ce qu'on faisait, on a eu de la chance, c'est que notre homepage, elle transformait de dingue. Magnifique. Hein. Moi, je me souviens jouer avec et tout sur web app, tu sais, à la réduire en taille. Tout s'adaptait, il y a des nouveaux trucs qui popaient et tout. C'était de l'art, hein, votre. Notre première homepage, on a eu un trou de transfo énorme dessus. Ah ouais. Donc en fait, on faisait des side pages. On avait toujours une page. Scale, c'était une page parallèle. On a un repo avec toutes les pages qu'on a fait. Donc on avait une page pour une release en fait à chaque fois. Comme un peu, t'avais ton annoncement Apple, quoi, qui sortait, on faisait une page, quoi, avec voilà, c'est quoi les nouvelles features, pourquoi on les a construites, etc. Pourquoi elles font du sens pour toi de les utiliser. Et donc, ça te permettait aussi un peu de célébrer avec la team un achievement en disant, ok, ça fait 6 mois qu'on s'est donné là-dessus, c'est bon les gars, on est sorti le truc. En gros, vacances d'été, vacances de Noël, quoi. C'était un peu ça le rythme. Tu pars en vacances, c'est bon, t'as fait ta mission, on revient dans 2 mois ou dans 1 mois et ça sera bon, quoi. Ouais, c'était quoi la question? Et donc, t'inquiète pas, sur le site, comment tu fais pour l'adapter et faire en sorte qu'il soit cohérent, qu'il parle toujours à tout le monde? Alors, ça, on peut revenir justement sur la Slack curve par rapport à ça. Nous, en fait, à un moment donné, ok, t'as tes pools de boîtes qu'on a commencé à grossir. Maintenant, tu vas te dire, ok, potentiellement, il y a peut-être 1000 boîtes qui veulent qu'on parle avec elles au quotidien ou qu'on veut accompagner. Comment tu fais, même dans ce pool de boîtes assez important, pour te dire lesquelles je vais accompagner, lesquelles je ne vais pas prendre. Et là, c'est vraiment très basique pour nous, c'est dire, est-ce qu'on a envie d'avoir ce logo-là sur notre homepage ou pas? Et de se dire, un peu plus stratégiquement, si cette boîte, elle nous utilise, on sait
que voilà, dans son secteur, par exemple la crypto, à une époque, on a beaucoup de boîtes crypto chez nous. On savait que si on est capable de mettre un Coinbase sur notre page ou un bloc ou autre, tous les mecs qui sont dans ce secteur-là, ils vont se dire ok, si eux ils utilisent ça, c'est un bon no-brainer, on doit utiliser ça. Donc en fait, tu comprends un peu dans la tech comment ça fonctionne. Dans la fintech, il y a des boîtes, je pense que c'était un Revolut chez toi, tu sais que tous les mecs qui font de la fintech vont vouloir t'utiliser. Pourquoi ils veulent? Parce que c'est Revolut est inspirant, parce que c'est une boîte ils veulent qui les ressembler inspire. à Revolut. Voilà, c'est une boîte qui les inspire. Et ça devient un peu un no-brainer pour eux de se dire ok, si eux ils font ça, on doit faire ça. Et les gens fonctionnent beaucoup par mimétisme quand même, et en se disant si cette boîte-là utilise, étant donné qu'il faut qu'on pensait qu'on est toujours dans un newcomers, ok, est-ce que c'est assez stable? Attends, si cette boîte-là utilise Linear, ça veut dire que ils sont quand même assez solides pour les accompagner. Donc en fait, on doit peut-être pas sign up. C'est une petite startup qui marche pas très bien, parce que c'est toujours le risque aussi. On est quand même un de tous de project management. Tout ton backlog produit, il est chez nous. Enfin, les gens, un employé moyen chez Linear qui utilise Linear, il passe 6 heures par semaine dans le produit, ce qui est quand même assez gros. C'est limite une compete sur des apps de social media pour certaines personnes. Donc, t'es quand même dans ce truc-là un peu où tu dois vendre de la trust. Donc, en fait, ces logos-là, ils vendent aussi énormément de trust pour nous. Donc, vous aviez de l'inbound, des boîtes, peu importe la taille. Où on allait les chercher. Ah, vous allez les chercher aussi. Et donc, vous allez chercher les logos qui vous intéressaient. Ouais. Si par exemple, vous avez Revolut, vous vous disiez, on va aller chercher telle boîte du secteur qui est inspirante. Ouais. Ça, c'est de la conviction propre, c'est se dire, ça, c'est inspirant, ou il y a une règle Alors, c'est là où tu reviens encore plus, c'est là où la Slack curve est magique, c'est que dans les startups, il y a des acquisitions. Et ça, par exemple, c'est un truc qui nous a vachement servi, c'est qu'en fait, tu as des petites boîtes, donc tu as une boîte de 20 personnes, demain qui va se faire racheter par une boîte de 150 personnes. Et une des raisons pour lesquelles les boîtes rachètent d'autres boîtes, c'est qu'elles veulent apprendre aussi comment leur process fonctionne, se redonner un peu d'énergie, etc. Et donc, tu as d'un seul coup une petite boîte qui va join une plus grosse boîte et qui va lui dire moi j'utilise Linear, ah bon, c'est quoi ce truc, on utilise déjà. Donc là, on a un peu des champions en interne qui veulent pas retourner chez Jira aussi, ou dans d'autres solutions parce qu'elles marchent moins bien. Et donc, ils vont dire, mais attendez les gars, vous pourrez utiliser ça. On a des boîtes qui sont fait racheter. Le mec est devenu CTO, il a mis en place Linear dans des grosses orgues. Donc ça, l'acquisition, c'est aussi une strat qui est inclue dans la Slack curve. C'est vraiment te dire, ces petites boîtes, potentiellement, statistiquement, il y en a qui vont être rachetées. Mais comment tu sais qu'elle va se faire racheter, cette boîte? Je peux jamais savoir. C'est des paris. Après, tu fais des paris. C'est encore le sujet d'investisseur. C'est le parallèle investisseur. C'est ça, c'est le parallèle investisseur. Mais bon, tu dis que potentiellement, si les boîtes qui ont fait les top levées en série A avec des top founders, statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que ces boîtes-là grossissent, se fassent racheter et un impact sur l'écosystème où vont être regardées. Donc, c'est toujours suivre ce plan-là, en fait. Ouais. Et souvent, c'est quand même les boîtes les plus exigeantes. Donc, ça fait que tu sais que si tu arrives à parler à ces gars-là, tu as grande chance quand même que derrière, ça paye. Donc, ce que je comprends, c'est que la Slack curve, il y a deux volets pour suivre un peu cette philo, cette manière de bosser. C'est d'une part d'être très carré et de bien cadrer le persona, enfin le pool de boîtes avec qui tu veux bosser, et d'y aller step by step, et en fait de sortir tout ce qui n'est pas dans ce pool. Exactement. Et numéro 2, c'est de favoriser des logos qui t'inspirent toi en tant qu'entrepreneur, en tant que boîte, pour te dire, pour en fait faire rayonner un peu ta propre marque et la mettre à côté de logos qui inspirent le reste du monde, quoi. Exactement. Et ok, donc ça c'est hyper intéressant, c'est pas une démarche que j'ai beaucoup vue. Comment tu fais pour les démarcher, ces logos? Parce que, comme tu disais, ils sont sollicités par levée de fonds, par truc, machin. Bon, je sais que le parcours de Carrie, je ne connais pas tous les parcours des fondateurs, mais je sais que Carrie est passé notamment par Coinbase et Airbnb. Ouais. Donc peut-être qu'il avait un peu de réseau, c'est la supposition que j'ai eue. Et donc ça lui permet mais peut-être que c'est une fausse hypothèse. Déjà en fait, nous on a été un peu un virus aussi dans les boîtes, c'est-à-dire que vu qu'on a encore une fois aussi notre core truc, c'est les IC, je pense qu'on a assisté ces dernières années quand même, depuis pas mal de temps, un peu aux diva engineers, diva designers, dans le sens où les ingés coûtent de plus en plus cher, les bons designers coûtent de plus en plus cher, et qu'en fait, actuellement, si un ingénieur ou une team d'ingénieurs dit nous, on adore Linear, on a envie d'utiliser Linear Boss, quelle est ta réponse en face pour toi dire non, et ça arrive, hein, mais je veux dire, c'est eux qui décident un petit peu maintenant de leur tooling. On a un peu changé par rapport à ça quand même. Il y a peut-être une dizaine d'années, c'était un CTO qui disait ok, on utilise ce produit-là, vous devez tous utiliser ça, personne n'a son mot à dire, et c'était le process. Je pense que ça a un peu évolué quand même actuellement dans l'écosystème,
où maintenant, si t'es pas sur les dernières technos, si tu n'utilises pas les derniers outils, il y a plein de gens qui commencent à dire ouais mec, ça me ralentit dans mon travail, j'ai pas envie de faire ça. Donc nous, bien sûr, on a vachement poussé ce genre de trucs en disant voilà, c'est un peu la nouvelle norme, c'est un peu le produit cool. Il y a plein de gens qui, des fois, par exemple, quittent une boîte, disent ah dommage, je pourrais pas réutiliser Linear. On a sorti par exemple une hiring page où tu peux savoir quelle boîte utilise Linear ou pas avant d'y aller pour. C'est intelligent. Avec un job board. Donc nous, on a grave surfé là-dessus, bien sûr, mais ça nous a vachement aidé par rapport à ça. Ouais. Tu parlais d'AI avant le début de cet épisode. Qu'est-ce que vous avez fait sur les sujets d'IA chez Linear ? Alors, on a été assez lent, on n'a pas sorti grand-chose. Mais par contre, là, le mouvement qu'on voit actuellement, et je pense qu'il est assez intéressant peut-être pour plein de mecs qui font du SaaS en ce moment, on savait pas trop comment mettre de l'AI dans Linear au début. Il y avait des réponses assez obvious, il y avait les agents qui arrivaient, il y avait plein de trucs. Et en fait, on a mis du temps à réagir aussi parce que c'était dur de se positionner. On n'est pas une boîte de AI à la base, mais en fait, il y avait le gros truc des LLM en disant ok, si t'as pas ton LLM, il y avait un peu une classification dans les boîtes de AI sur ceux qui avaient leur LLM ou pas. Je pense que ça, c'est un peu en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'en fait, le LLM devient de plus en plus une commodité. Tu peux plugger un Gemini, un ChatGPT, un OpenAI, whatever, un Mistral dans ton produit. Tu peux l'installer, le désinstaller n'importe comment maintenant. Donc en fait, finalement, c'est eux qui sont assez en compétition. Par contre, le client dans lequel ce LLM va se display, c'est là où ça devient plus le nerf de la guerre. En fait, c'est pour ça que tu as des rachats Windsurf, OpenAI, je pense que c'est un peu dans la logique de ce truc-là. Et donc nous, en fait, on a une réponse assez obvious qui est venue un peu comme ça un matin en disant mais en fait, finalement, est-ce que je pourrais pas assigner un agent comme je pourrais assigner un member de ma team classique, et en fait cet agent il va résoudre. Donc en fait on devient l'interface pour gérer tes agents au sein de ta team. Donc ça c'est un peu le nouveau truc qui s'est passé ces 6 derniers mois, et en fait on a eu un gros attrait de la part des boîtes de AI qui elles veulent s'exposer à des utilisateurs qui connaissent pas très bien tout ça, et en fait on simplifie un peu cette expérience d'installer un bot chez toi, de connecter ton bot à ton GitHub et de te faire des PR, et justement tu peux le manager depuis Linear. Tout le monde dans ta team peut voir ce que tu fais avec ton bot, donc en fait, ça peut inspirer d'autres gens à utiliser. Et là où on a vraiment été... et encore une fois, on a implémenté ces features, on a dit, OK, on fait un batch AI, on arrête tout, on fait un batch AI qui a une idée AI, implémentée-la, on verra ce que ça donne. Donc, on a lancé 10 projets AI en 3 mois. On s'est dit, on a 3 mois, on fait des trucs de AI. Et en fait, on a sorti donc ce truc d'agent, on a sorti plein de small trucs qui sont un peu cachés dans le produit. Et en même temps... ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le retour qu'on a eu par rapport à ça, c'est que les plus excités par ça, c'est les enterprises. En fait, actuellement, les enterprises... c'est contre-intuitif. Ça, c'est mon idée, c'est mon trick, c'est 1 milliard du moment. En fait, les enterprises, actuellement, savent pas comment faire que leurs employés utilisent la AI, parce qu'en fait, ils sont super processisés. Des fois, ils ont des employés qui sont pas non plus toujours à jour des nouvelles techno, et donc... les grosses boîtes voient que l'AI arrive et ils savent à quel point ça peut créer des optimisations de coûts pour eux, ou que ça peut aussi leur permettre d'avancer beaucoup plus vite et de traiter des masses de données énormes. Donc en fait, les entreprises bénéficient encore plus pour moi de l'AI que limite les small boîtes. Mais le problème, c'est qu'elles ont énormément de problèmes que leurs employés utilisent ces fonctionnalités de AI. Et vu qu'on est un peu le seul produit actuellement Project Management qui dit nous, l'AI, c'est plug and play, installe une AI dans ton Project Management et fais de la data par rapport à ça. Là, en fait, encore une fois, avec nos philosophies de dire on est IC first, en fait, finalement, là, on va mettre la AI devant ton IC en lui disant tiens, t'avais une tâche à faire, assign un bot avant de t'assigner toi-même, tu vois, par exemple. Donc, pour voir s'il peut le résoudre. Et en fait, il y a plein de cas où t'as plein de bugs. Quand on a commencé à faire ça, des small bugs, tu vois, la copie a changé dans un truc. Bon, actuellement, les bots, ils sont pas non plus des capacités de dingue, mais nous, on voit l'évolution quand même quasiment semaine par semaine de la capacité que les bots ont. En fait, si tu as une interface simplement où tu peux commencer à assigner des bots à la place de des members, tu te rends compte à quel point rapidement tu peux arriver à faire beaucoup plus de choses rapidement. Et donc, les enterprises sont très, très friands de pouvoir mettre ça un peu en place chez eux. Tu as un exemple à me donner que je comprenne bien. Donc, moi, je suis un employé dans une équipe tech d'une enterprise. Je suis utilisateur de Linear. On paye tous les mois. Ouais. Et j'aimerais utiliser les AI. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Tu as un use case à me donner? Déjà, tu as plusieurs use cases. Le premier, déjà, c'est que l'AI, elle permet de summary l'information. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est qu'on gather énormément d'informations sur tes projets, sur tes tâches, sur les tâches de ta team. Donc, en fait, il faut penser qu'une team enterprise, ils sont minimum 500. Ouais.
il y a peut-être 45 projets qui run en même temps, avec une update par semaine, plus des dizaines de milliers d'issues qui sont faites par mois, quoi. Donc déjà, toi, en tant que IC, comprendre ce que ce projet-là est en train de faire, etc., actuellement, c'est un peu dur. Tu as une liste de tâches, tu as des updates. Donc, par exemple, on a créé un feed qui te permet de suivre tous les gars de ta team, ce qu'ils font en live. Et c'est un summary AI qui va dire, tiens, cette semaine, il y a ça qui est sorti, ça qui va sortir, ça c'est bloqué, c'est pas bloqué. Et ça c'est présenté comme un feed Twitter, par exemple, dans ton app, ça s'appelle Pulse. Et ça permet d'un seul coup à un peu réunir toutes les dans les enterprises, tous les gens, en disant, bah tiens, en fait, c'était super dur de comprendre ce qui se passe sur cette initiative-là. D'un seul coup, c'est super simple pour moi de le comprendre, c'est résumé. Tu peux, en plus, un peu plus ou moins mettre dans tes settings, tu peux l'écouter en audio, donc tu peux faire autre chose en même temps. Donc en fait, nous, c'est de rendre, par exemple, l'information déjà accessible à tout le monde. Okay, top. Donc ça, gros point important pour les enterprises, de aligner leurs équipes sur les objectifs. Donc ça, c'est un truc. Et en fait, surtout, ça, finalement, ça a été inspiré par les users, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font déjà eux actuellement. Ils prenaient toutes les updates des projets, ils les balançaient dans ChatGPT, ils faisaient des petits prompt engineering et ils leur sortaient à leur team dans Slack. Donc en fait, c'est un process qu'ils avaient déjà. Nous, on leur donne juste un outil pour le faire rapidement et que tout le monde le reçoit de la même manière, unifié le lundi matin à telle heure, etc. Avec la sécurité, parce que j'imagine que ChatGPT pour une entreprise, c'est souvent un side usage. Exactement. Voilà, ils ont plein de problèmes par rapport à ça. Donc nous, bien sûr, on est compliant sur tous ces trucs-là. Tu peux choisir le modèle que tu veux utiliser, etc. Donc ça, c'était le premier truc. Là, le mode agent, c'est clairement un no-brainer en ce moment moi, j'utilise au quotidien. C'est vraiment... En fait, finalement, tu as plein de small tâches qui traînent depuis longtemps. Donc, pouvoir les résoudre assez rapidement, ou en tout cas assigner un bot qui va peut-être commencer à coder un truc ou te donner une réponse sur du marketing, etc. C'est peut-être pas toujours la meilleure réponse qu'il faut avoir, mais au moins, ça te donne peut-être une piste de réponse. Démarrer. Ça te fait démarrer. Et ça te permet aussi un peu de tester la complexité des tâches qu'il y a. Ouais. Et la troisième, et là, en fait, on a finalement solvé le problème ultime que beaucoup de teams ont, c'est les tâches similaires. C'est-à-dire qu'en fait... actuellement, quand tu crées une tâche dans le linéaire, grâce à l'AI, on peut savoir tous les gars qui ont déjà bossé sur ce genre de problème chez toi. Pas doublon. Qu'il n'y ait pas de doublon. Des tâches qui peuvent peut-être paraître similaires. Et donc, on a des levels un peu de prompt engineering pour peut-être des fois détecter des trucs qui pourraient peut-être faire du lien, en fait, finalement, tu n'y avais pas pensé. Et donc, en fait, tu cleans énormément ton backlog. Le problème que tu as en enterprise, c'est qu'il y a peut-être Joe qui a bossé là-dessus il y a 6 mois et tu ne sais même pas qui c'est ce gars. Peut-être que... Exactement. Ouais. Et là, on peut te le dire en 2 secondes. Donc en fait, d'un seul coup, toutes ces fonctionnalités AI sur des small teams, savoir qui fait quoi quand t'es 5, c'est facile. Ouais, bien sûr. T'as rarement des doublons et en fait, finalement, les tâches, elles sont assez simples, donc t'as pas forcément besoin de beaucoup de bots. Là, d'un seul coup, pour les enterprises, en fait, intégrer ces trucs-là, c'est un game changer de dingue. Génial. Et vu qu'on est un peu les seuls sur le marché à proposer ça actuellement, forcément, ça a vraiment créé un switch. On a des boîtes dont on pensait pas qui commencent à discuter avec nous, en nous disant, OK, en fait, personne ne bouge sur ce sujet-là, vous et nous, c'est un truc de fou pour nous. La philosophie du Slack Curve, là, maintenant que vous êtes passé Enterprise, est-ce que vous l'utilisez toujours? Parce que finalement, je comprends que vous occupez à peu près toutes les tailles de boîtes, à peu près, de la plus petite en self-serve à l'Enterprise, probablement en sales-led, on pourra en parler aussi de ça. Ouais. Est-ce que vous utilisez encore cette philo? Est-ce qu'elle a un sens aujourd'hui? Ou elle servait les premières années? Alors après, dans l'enterprise, en fait, finalement, l'enterprise, tu peux redémarrer une Slacker parce que... est-ce que ça va de 500 personnes à... T'as Apple ou t'as 500 personnes. Donc déjà, tu parles pas du tout aux mêmes organisations. Donc voilà. Donc là, on est un peu... encore notre levée dont je t'ai parlé tout à l'heure, qu'on a annoncé. C'est un peu on remet une pied dans la machine par rapport à ça, quoi. Clairement, c'est comment on va faire pour rentrer sur l'enterprise. On a des bons indicateurs que ça fonctionne, mais on n'a pas signé Apple encore, quoi. Ok. Donc, juste sur Slacker, c'est quoi? C'est que ça veut dire que vous pouvez refaire le truc segment par segment, et c'est toujours la taille de boîte qui compte? C'est toujours des tranches de taille? Alors, il y a segment par segment. Il y a aussi, en fait, en interne des boîtes, vu qu'on était sur des plus petits teams avant, c'était très IC. On a eu un élément qui était de convaincre les PM et les C-level de nous utiliser. On est toujours un peu dans ce truc-là, même si on est passé un peu encore à une étape d'après. En fait, c'est aussi des nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire que comment tu intègres des équipes de support dans Linear, comment tu intègres des équipes de marketing, pourquoi pas de sales.
En fait, finalement, les enterprises, elles ont envie que tout le monde soit dans le produit. Et donc, tu as aussi ces verticales qui sont très différentes de... Nous, notre rêve, c'est que tout le monde bosse avec les équipes produits en disant, le produit, c'est aussi des sales, c'est aussi du support, c'est aussi du marketing. Actuellement, il y a des équipes qui utilisent full linéaire pour tout. Mais on sait que sur certaines branches de la boîte, on n'est peut-être pas au top, ou en tout cas, il y a des choses qu'on peut améliorer, sur lesquelles on peut travailler. Donc, c'est un peu sortir de ce persona que engineering qu'on a un peu, qui nous colle aussi un peu la peau et qui est un peu actuellement l'évolution de notre brand, beaucoup moins nostalgia engineering, mais beaucoup plus ça risque pas de casser votre image de marque, le mouvement que vous portez? C'est un peu une crainte qu'on a eue à un moment donné, et c'est même déjà des retours qu'on a eus en disant c'est marrant, on voit que vous parlez plus avec les entreprises, etc. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant, ça on l'a eu. Et en fait, c'est assez marrant parce que finalement, nous, en interne, qui sont aussi des IC, on n'a pas envie d'oublier ces mecs-là. Donc, en fait, la meilleure réponse qu'on a pu apporter, c'est de redesigner ou remettre à jour des issues, des vues qui sont assez standards chez Linear, qu'on n'avait pas touché depuis un peu longtemps, en disant, tiens, en fait, regarde, on a fait des mises à jour là-dessus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec justement l'AI, en fait, la plus petite couche de Linear qui est l'issue, en fait, est redevenue l'acteur majeur parce que en fait, c'est là où tu parles avec ton bot. Donc en fait, toutes ces interfaces-là qu'on n'avait pas touchées depuis très longtemps, parce que avec cette histoire de curve, en fait, au bout d'un moment, tu dis ce truc-là, il marche bien, tu l'améliores de temps en temps, tu fais des small trucs, mais ça n'a jamais été repensé de fond en comble. En fait, notre cadeau, ça a été de dire, en fait, on repart là-dessus. On va te redonner des trucs nouveaux à utiliser, des nouvelles fonctionnalités, refaire du GitHub. On a intégré les codes review un peu dans Linear. Donc, en fait, redonner aussi des trucs aux IC pour être sûr qu'ils restent. De toute façon, c'est nos plus grands avocats, donc on peut pas les perdre. Et toujours sur Slacker, et je vais t'en parler jusqu'au bout, y a ce truc de logo inspirant que vous voulez. Ouais. Comment tu fais pour déterminer si un logo est inspirant dans les enterprises? Alors, il y a Apple, ok. Ouais. Mais je sais même pas si Apple est si inspirant que ça en ce moment. C'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Comment tu fais en ce moment? Tu es encore dans cette logique où en fait à un moment il faut aussi gagner de l'argent et on peut céder au client qui va bien vous payer mais qui est pas si inspirant? On en a sans doute plein, mais on met pas leur logo sur. Non, mais en fait le logo inspirant, il est un peu, c'est un peu d'une histoire de goût. Et c'est aussi, en fait, c'est marrant, c'est aussi en bossant avec ces boîtes-là qu'on les découvre un peu plus, parce qu'en fait, des fois, Ils t'en parlent. Les logos inspirants, ça va être ceux qui parlent le plus dans la presse. Ça va être les boîtes qui font aussi les produits. On a des boîtes qui font des avions maintenant. Donc, ça va te faire aussi un peu rêver. Slack on revient à l'exemple de Slack. La réponse que je vais donner, elle est très simple. Slack, pendant très longtemps, leur homepage, c'était le robot sur Mars. Et il y avait marqué, je crois que c'était quoi le truc? C'était les gens qui envoient des fusées dans l'espace nous utilisent, quoi. Genre, en gros, le message, c'était si la NASA utilise Slack, tu dois l'utiliser. Et donc, voilà, en fait, c'est clairement, on reprend cette stratégie marketing, en fait, de base, en disant, c'est si eux l'utilisent, tu dois sans doute l'utiliser toi aussi, quoi. Ouais. Et sur cette, je pense qu'on a fait le tour de Slacker. Si une boîte nous écoute là, qu'elle soit avancée ou pas, et elle est inspirée par ce que tu dis, elle a envie de mettre en place cette façon de penser, c'est quoi peut-être ton premier conseil? Prenons une boîte early stage si tu veux, parce que c'est peut-être ce que tu connais le plus. Mon premier conseil, ça serait déjà en fait, quand tu commences à construire une boîte, et je pense que c'est toujours le rêve, toi, tu es un peu dans le futur en tant que fondateur, en disant, voilà, moi, c'est ça, j'imagine toutes ces fonctionnalités géniales que j'aimerais bien construire un jour. Et en même temps, tu as la réalité de toi, ce que tu as comme ressources. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir, en fait, en tout cas, un visuel quelque part, ou en tout cas, un mock-up quelque part de quel est ton rêve. Et en fait, te dire que ce que tu vois actuellement, dans ce que tu penses être ton rêve, n'a aucun rapport avec ce que tu vas construire si tu restes vivant les prochaines années. Parce qu'en fait, tu sais pas de quoi les gens ont besoin. Donc, en fait, te recentrer sur... Tu as un utilisateur, tu lui parles au quotidien, pourquoi il n'aime pas utiliser ton produit ou pourquoi il n'est pas content, et juste déjà fixe son problème à lui. Et naturellement, tu vas voir à peu près dans quel segment t'es. Et après, nous, on parlait de taille de site parce qu'on était 0,20 ou...
peut-être que dans d'autres secteurs, ça veut rien dire le nombre de sites dans ton projet. Il y a peut-être un volume de vente, par exemple, si tu as un projet, donc te dire, OK, moi, je fais un truc pour les e-commerce. Peut-être qu'au début, je vais targeter des gens qui font 0 à 100K par an et ça va déjà être ma problématique, quoi. Donc, déjà, redéfinir c'est quoi tes strates, parce que tes strates peuvent être assez différentes, je pense, en fonction de ton produit. Voilà. Et ça, tu le trouves, vous, Linéaire, c'est la taille d'équipe, pourquoi ? Enfin, la taille de boîte, pourquoi ? Parce que c'est le nombre de collaborateurs. C'est un outil de collaborateur, on a un outil de collaboration. Okay. Voilà. Ok. Pour contrebalancer tout ce qu'on a dit là, parce qu'on a beaucoup parlé finalement de Seltzer et de le fait que vous ayez de l'inbound et que vous avez fait aussi, il y a une sélection dans les logos que vous obteniez comme trafic sur Linéaire dès le début. J'ai entendu dans un podcast, Mémoire de Carrie, et il n'est pas du tout le seul, qu'il regrettait presque de ne pas avoir fait venir d'équipe commerciale avant. Ouais. C'est un peu le courant qu'on entend dans beaucoup de boîtes. Les cofondateurs de Notion en ont parlé également. J'en ai parlé moi avec Thibaut Elzière d'Exa sur une échelle différente, très française du coup. Ouais. À l'époque, il monte Fotolia, où il explique sur ce podcast d'ailleurs que son concurrent c'est Shutterstock qui mettent bien avant lui une équipe commerciale et que la croissance redémarre, mais alors jusqu'à battre Fotolia, alors que c'était l'inverse au début. Toi, avec ton recul, ça aurait été quand le bon timing pour commencer à faire autre chose que de l'inbound et amener une équipe sales ? Je pense Day One, ça aurait été le mieux. Ouais. En fait, je pense que... Alors, en plus, nous, on vient d'un background très produit, donc tu as toujours un peu cette guéguerre entre les sales et les produits, c'est le truc de base que tout le monde connaît. Et nous, on a eu une crainte énormément des sales au début en disant, on a une brand super léchée, on a un wording super cool, on est IC, on est friendly IC et tout. Les sales vont arriver, ils vont détruire tout ça, parce qu'ils vont mettre des pieds dans la porte. Donc, on a eu très, très, très peur de ça. Ouais. Et donc, même notre premier recrutement sales, ça a été le head of sales. Et pendant 1 an, il a fait des guidelines de comment on va faire du sales chez Linéaire, en faisant quelques sales à gauche à droite, en expérience, qu'on a eu très, très peur de perdre notre brand. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'on avait beaucoup de gens au support qui faisaient un peu du sales. Moi, j'ai fait du sales à une époque. Et en fait, finalement, même des fois, en tant que product, tu es toujours dans le sales parce qu'on parle à des product teams. Donc, des fois, on est meilleurs vendeurs, nous, product, que les sales. Ouais. Par contre, le sales, il va te challenger à te dire, OK... justement, le client qui est peut-être ta prochaine strat ou la strat que tu vas avoir, OK, ce client, il va donner des feedbacks dans Slack, etc. Par contre, le sales, il va l'appeler tous les jours. Il va chercher en interne à qui il doit parler. Parce qu'en fait, il faut déjà parler à la bonne personne. Qu'est-ce que cette personne veut entendre, de quoi elle a besoin. Le sales, il n'a pas peur de se prendre des portes dans la tête en lui disant non mec, c'est dégueulasse ton truc, je le veux pas. Il est habitué à ça, etc. Ce qui, toi, en tant que produit, tu es peut-être beaucoup moins habitué à faire ça. Et donc, le sales, il va mettre le doigt encore plus fort que toi mais le marché, il est là. Le marché, il veut ça. Le prix, il est bon. Le prix, il est pas bon. Moi, j'arrive pas à vendre ce truc-là. Par contre, si on veut vendre ces mecs-là, il faut qu'on fasse ça, etc. Donc, en fait, il arrive avec un regard très ingénieux. Il n'a pas du tout non plus l'œil produit, forcément. Donc là, il te fait confiance à toi, mais il va te reporter des trucs très cash que toi, en tant que produit, en tant que fondeur, tu vas peut-être avoir du mal à entendre des fois parce que tu vas te dire, ouais, mais le client n'a pas compris. Et donc, ça te met un peu ça, en fait, dans la tête. Et ça te force à te focaliser sur... ça te donne un autre son de cloche. Et je pense que, malgré tout, les sales sont payés à la commission, etc. Donc, ils ont un regard beaucoup plus agressif sur ce truc-là. Et surtout, nous, par exemple, les sales, c'est eux qui nous ont dit un jour, non, mais les gars, votre pricing est trop bas. Enfin, je veux dire, repackager les features. On pensait vendre cette feature à ces gars, ils s'en foutent complet. Par contre, ce truc-là, s'ils l'ont pas, ils sont prêts à payer le double pour l'avoir. Et donc, tu peux, en espace de 2 mois, doubler ton revenu. C'est incroyable. Mais si tu n'as pas des gens sales ou salesy, tu vois, ça peut être peut-être des marketeurs un peu sales. Ouais. Hein, c'est pas forcément peut-être obligé d'être un sales pur, mais des gens qui sont beaucoup plus business-driven, ça peut te donner beaucoup plus de pouvoir. Mais par contre, je pense que peut-être qu'une boîte beaucoup plus sales-driven dans les fondeurs, peut-être doit avoir beaucoup plus d'avoir peut-être des designers plutôt. C'est lié au parcours des fondateurs de... Je pense que c'est souvent lié au parcours des fondateurs. Je pense Thibaut, il était ingénieur aussi à la base, très produit guy. En fait, je pense que quand tu es produit guy, tu as beaucoup plus de mal à... Même si on a toujours été excité par le fait de gagner de l'argent et de faire grossir la boîte, mais les sales, ils ont une ADN par rapport à ça qui est très différent. Un truc très noble qu'on n'a pas envie de casser, quoi. Ouais, c'est noble et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est pas si... Les sales sont nobles aussi dans plein d'aspects. Bien sûr. Et en fait, justement, l'idée, c'est un peu de réunir tout le monde autour de la table en disant, OK, il y a un éléphant dans la pièce. Le sales, il va pas tourner autour du pot pour te le dire.
Là, on a parlé d'un regret qu'on aurait pu voir comme une erreur, ça dépend du prisme de chacun. Est-ce qu'il y a une erreur que tu voudrais nous partager, que vous avez faite et qui te vient en tête? Celle dont je voulais te partager, celle du sales, c'est clairement, pour juste rebondir un petit peu là-dessus. Il y a une fois où quelqu'un, c'est marketing qui nous a dit, je pense que si on repackage ce produit-là, et en fait on a changé notre pricing, en un peu mettant ça là, on a remis les trucs dans différentes boîtes, et on a fait un x2 de revenus juste en mettant à jour un pricing, quoi. Donc ça a été un truc qu'on aurait pu faire 1 an et demi avant. Wow. Le sales, clairement, gros regret. Et je pense que justement aussi, donc il y a cette histoire de Slack Curve qui est très bien à avoir, mais justement, rajouter par-dessus la Slack Curve, je pense, des intervenants type sales aussi qui peuvent te dire, en fait, tu penses que dans 6 mois, tu atteindras cette nouvelle strat. En fait, non, tu y es déjà, en fait. Passe à la prochaine. On a été très lent, en fait, sur beaucoup de trucs, alors qu'on avait des signaux très forts. Et je pense que actuellement, on serait peut-être 2-3 fois plus gros que ce qu'on est actuellement si on avait peut-être plus écouté ce genre de conseils qui était qu'on nous répétait à longueur de journée. Et après, ce serait ça c'est principalement l'erreur. Ouais. Mais rétrospectivement, quand tu écoutes un peu comment vous avez créé Linéaire dès le début, peut-être que si vous aviez eu un ou des sales dans l'équipe, cette manière de faire du produit segment après segment aurait été plus compliquée parce que tu aurais eu quelqu'un qui aurait, je trouve pas d'autres mots que ça, mais qui aurait influencé, voire parasité un peu cette démarche en disant mais non, mais il faut aussi aller chercher les plus gros, tu sais, de manière assez opportuniste, tu vois. Donc c'est toujours plus facile avec le recul. Bien sûr. Je comprends que d'avoir quelqu'un qui vous aurait secoué un peu, coaché un peu peut-être, en vous disant là les gars, le pricing vous êtes vraiment bas, etc. C'est canon. Néanmoins, il y aurait pu avoir tu vois, quelqu'un qui veut le refaire et qui t'écoute là maintenant pourrait se dire waouh, mais comment je vais gérer cette strat en Slack Curve avec un sales dedans, quoi, tu vois. Mais ça se fait. Il aurait pu, moi, là, je vais auto-répondre, désolé, mais l'idée, c'est de dire peut-être quand vous avez des logos à chercher parce qu'on vient d'avoir Revolut, peut-être que ce 16, il fait la démarche justement à aller chercher. Et puis dans le lot, effectivement, il s'amuse un peu avec le prix pour voir ce qui se passe. Et en fait, il s'aperçoit dans la boucle que. C'est un rôle d'expérimentation. En fait. Moi, c'est comme ça que je voulais dire qu'en sales plutôt, c'est pas forcément d'avoir une team de 20 sales qui arrivent demain matin, mais c'est hyper intéressant. C'est plus d'avoir cet angle-là, nous qui n'étaient pas disponibles en tout cas dans nos armes, quoi, en disant on n'avait pas de gens très sales, on n'avait pas de gens marketing business. Donc en fait, il y a plein de choix qu'on a fait à l'époque qui n'étaient pas bons ou qui auraient pu être meilleurs. En fait, c'était pas forcément des choix qui étaient mauvais, c'est des choix qui auraient pu être un peu plus fins sur certains aspects. Et en fait, c'est ça qui est drôle un peu avec l'histoire, tu vois, du changelog et d'accumuler des petits trucs. C'est qu'en fait, c'est des petits changements qui, accumulés les uns avec les autres, en fait, font, vu que c'est un compound effect, hein, forcément, la Slack Curve, changer 1% il y a 3 ans qui compound tous les mois, à la fin, tu arrives à des trucs qui sont hallucinants. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il faut trust de méthode, il faut vraiment croire à la méthode parce que au début, Slack Curve, tu dis mais c'est pas possible, on va jamais arriver à faire 1 million, on va jamais y arriver, ça va prendre des semaines. Et en fait, une fois que ça tourne et que typiquement on aurait pu avoir un sales, tu vois, qui prend toutes les teams de cette taille-là et qui leur fait des mails, qui va. Le regret aussi du sales, par exemple, c'est que même si on est dans le SaaS, qu'on est dans la tech, on a eu beaucoup de presse sur Twitter, etc. Il y a énormément de bots qui nous connaissent pas. Nous, par exemple, on faisait pas beaucoup de LinkedIn, on faisait beaucoup de Twitter, X. Le sales, il est plus sur LinkedIn. Donc déjà, tu vois, les produits gens, ils aiment pas trop LinkedIn. Donc là, maintenant, depuis 1 an et demi, on fait du LinkedIn. On n'en faisait quasiment pas avant. Moi, je pense qu'on est petit parce qu'il y a énormément de boîtes qui ne connaissent même pas notre existence, alors que ça serait les users parfaits. Hein. Je parle de boîtes qui sont largement, qu'on pourrait onboarder automatiquement. Et le sales, parce que en fait, il y a beaucoup de boîtes tech qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont pas en train de lire tout ça. Et tant que tu leur vas pas taper à leur porte en disant bonjour, on est là, il se passe rien. Il se passe rien. Et par contre, personne ne leur parle. Donc en fait, le jour où tu leur dis bonjour, ils sont super chauds de venir chez toi. Bien et sûr. Ça, mine de rien, c'est un boulot de sales. Et donc en fait, tu peux aussi faire grossir ton revenu en fait en allant chercher ce type d'utilisateurs qui sont pas dans les logos qu'on mettra forcément sur la homepage, mais qui sont des utilisateurs qui peuvent au niveau revenu te soutenir énormément. Et c'est des trucs qui prennent du temps à se faire, donc tu as besoin d'un sales, quoi. J'ai pour coutume de finir cet épisode avec une anecdote. Ouais. Et je sais qu'il y a un truc que tu as eu en tête. J'ai pensé hier soir.
Non, mais j'ai mis du temps à chercher parce que c'est toujours un peu bullshit ces questions, je trouve. C'est toujours facile de sortir un truc un peu nul. Et en fait, hier soir. Tu dis que mes questions sont bullshit, ouais. Non. Ce que je voulais dire par là, c'est c'est facile de sortir une erreur un peu mignonne. Moi, j'en ai une qui ne met pas trop en avant. Donc, justement, quand on avait fait Guide Scout à l'époque, etc., on avait passé les entretiens pour Y Combinator. Et à notre surprise, on avait été sélectionné jusqu'à l'étape finale. Donc, on avait fait l'entretien chez eux à SF. Et il y avait, je me rappelle, dans le panel de jury, j'avais un des fondateurs de Fitbit, je crois. Et je ne sais plus qui étaient les autres, mais bon, bref, les YC partners. Et pour ceux qui ont fait YC, c'est surtout quand tu viens d'Europe, c'est tu te couches à pas d'heure parce que tu es d'entretien avec Spiegel à 4h du mat. T'es comme un dingue. Bon, c'est en anglais, mais non, c'était français, c'est un peu plus compliqué. Enfin, voilà, c'est une expérience. Tu viens à SF, bon, c'est un gros truc. Donc, avec la team, ça avait été quand même pas mal de boulot pour être prêt. Et au moment où... Et mon discours était rodé, on avait levé un peu d'argent. Enfin, en fait, honnêtement, il n'y avait aucun voyant qu'on avait des chiffres pas trop mal. Ouais. Et on est arrivé un peu confiant sur le truc, quoi. Et je rentre dans la pièce, je m'assois, donc j'étais CEO, donc c'est moi qui faisais le pitch. Et j'ai pas réussi à aligner un mot pendant 5 minutes. Je faisais vraiment littéralement... Arrête. Pourquoi t'as eu un coup de stress ? J'ai eu un coup de stress total. Les partenaires ont mis... et en fait, on avait un produit qui avait de l'attraction et on voulait créer un autre produit. Ouais. La première question, ça a été, mais pourquoi vous faites un pivot ? En fait, vous avez un truc qui marche. Et t'as voilà. pas su répondre. et tu savais, t'avais anticipé ou c'est juste qu'il y a eu un blocage émotionnel sur le moment Non, en fait, je pense qu'il m'a donné le meilleur conseil qu'on aurait dû faire et on a plus ou moins raté le projet pas très longtemps après ce conseil parce que on a passé 6 mois à construire un truc alors qu'on avait un truc qui marchait, quoi. C'était qui la personne qui te posait la question ? Je sais plus. Mais vraiment, ça a été un trauma pendant plusieurs semaines, ce truc. Et vraiment, le pire entretien, alors que j'avais pitché avant quand même pas mal de trucs. Et ouais, ça m'a détruit. Ça a détruit la boîte. T'en as tiré une conclusion ? T'as réussi à en tirer un apprentissage de ça ? Non, j'étais trauma pendant 2 ans. Non, ouais, je pense il y avait plein de gens qui avaient loupé YC, qui nous avaient dit n'y allez pas. Et je pense que dont un de nos invests. Je pense que j'aurais dû l'écouter. Okay. Parce qu'en fait, on a passé trop de temps à passer du temps dans le truc et au final, pour se faire détruire, ne pas être pris. Et en fait, je pense qu'on n'aurait pas tenu le rythme, tout simplement. Okay. Juste l'entretien nous a montré qu'on n'était pas prêt, quoi. En tout cas, à être chez eux, ça ne veut pas dire à créer une boîte, mais à être chez YC. Et ouais, ça a été une grosse erreur, je pense, parce que finalement, la question qu'il m'a posée, si tu moulines un petit peu, c'est obvious. Et en fait, le fait de pas d'être pris sur une erreur de genre, t'as un truc qui marche, pourquoi tu le fais pas ? Alors que c'est quand même le mento de YC, make something people want, et de pas appliquer cette première règle alors que tu pourrais le faire. Et de venir jusque-là pour te prendre ça dans la tête, c'est vrai que avoir mobilisé tant de ressources pour juste entendre cette phrase et ne pas parler pendant 5 minutes, ouais, c'est dur. C'était particulier. Et même eux, à la fin, ils m'ont dit, mais prends un verre d'eau, t'inquiète pas, ça va aller. Ah ouais, non, mais c'était vraiment dur. Et mes 2 associés à l'époque n'ont pas compris ce qui était passé, quoi. Ouais. Dit, ils ont dû en voir d'autres. Il y a des gens qui se mettent de la pression, c'est normal. Hein. Ouais, mais eux en tout cas, c'était ma partie du deal de faire ce truc, quoi. Et pour ça, quoi. T'es encore en contact avec eux ? Oui, bien sûr. Trop cool de t'avoir reçu sur le podcast, Adrien. Merci beaucoup. Tu vois, moi, j'ai appris plein de trucs des coulisses de Linéaire. Pourtant, je suis de près ce que vous faites. Et félicitations, c'est ouf. C'est ouf ce que vous construisez, c'est trop bien. Et merci de m'en avoir donné un petit bout là sur le podcast. Avec plaisir. J'espère que ça aidera plein de gens, que ça inspirera plein d'entrepreneurs, de profils tech, produits ou autres à faire pareil que vous, quoi. Donc voilà, tu me tiens au jus de la suite. Super, avec plaisir. Et puis on fera ça un de ces 4 quand t'es de passage à Paris. Merci, ouais, avec plaisir. Salut. À plus.